En m'approchant de Brandt, puisque j'ai commencé par Brandt, confronté à la métrique proposée par Ibsen, c'est vrai que mon choix d'un vers libre, c'est-à-dire une manière à la fois de rendre compte du vers sans m'enfermer dans cette métrique romantique, était une décision très importante et qui avait quand même pour fonction essentielle de sauver quelque chose de ce rythme. En conservant l'unité de vers et l'unité de sens dans l'unité de vers, je m'obligeais à conserver le mouvement, le déploiement rhétorique de la pensée, je m'obligeais à conserver les mots pivots qui ouvrent les vers, je m'obligeais à conserver tout le réseau lexical, comment il se décline, comment il s'agence, comment il se renouvelle à l'intérieur du poème. Et donc je mettais en évidence de manière très forte la forme du poème. Et de cette façon, quelque chose de ce qu'on pourrait appeler le souffle, le pneuma, le rythme propre à Ibsen se trouve, je crois, ressaisi. Cette donation du sens par le rythme du poème, voilà, c'était l'enjeu fondamental que j'avais face à Brandt. C'est au fond un mouvement, je dirais, classique chez moi dans le travail de traduction, c'est-à-dire cette hospitalité réciproque qui fait que c'est à moi d'emmener les spectateurs, de les rapprocher de l'œuvre, de ne pas vouloir effacer l'origine étrangère de l'œuvre, de la renvoyer, de s'en rapprocher tout simplement, et en même temps de faire que cette étrangeté travaille ma propre langue, me rendre ma langue française, ma langue maternelle inamicale, d'un certain point de vue, m'oblige à l'invention dans ma propre langue. Dans la dernière œuvre d'Ibsen, c'est là qui en fait, à mon avis, tout le génie et qui ouvre vraiment sur les dramaturgies de la modernité, c'est qu'on a affaire à une écriture qui agence des leitmotifs lexicaux, qui les reprend, qui les décline, qui les modifie, et plus on est, plus on suit ce mouvement-là de l'écriture, plus, je crois, on est saisi par le fait qu'on entre dans un labyrinthe mental dont on ne sait pas quand on va en sortir, en fait. Le traducteur fait l'épreuve de ce que moi j'appelle un peu, peut-être métaphoriquement, le corps écrit. Au fond, ce que le traducteur découvre, c'est que l'écriture, bien plus que d'enregistrer des idées, une pensée, elle est d'abord l'inscription d'un corps. Elle scelle un corps. Et donc cette confrontation au corps écrit d'Ibsen, loin de paralyser le traducteur, dans le fait d'avoir à remettre d'une certaine manière ses pas dans les pas de la forme, l'oblige l'oblige à l'invention pour tenir ses pas dans les pas, en fait, puisqu'on n'est plus dans la même langue. Donc il y a un saut qui est de l'ordre de l'imagination, c'est-à-dire là où le travail du traducteur est, pour une part, un travail rationnel d'observation des formes. Dans un second temps, si je m'en tenais là, je ne ferais pas œuvre de poète. Dans un second temps, il y a l'effort de l'imagination pour, basculant dans l'autre langue, réinventer la forme de cette absence. Et de ce fait, toute traduction est une métamorphose. On peut l'appeler une trahison si on veut, mais c'est au fond une métamorphose, c'est-à-dire une figure essentielle du théâtre